De quoi allons-nous parler dans cette vidéo? Je vous ai parlé de Alan Gordon tellement souvent. C'est impossible que vous ne connaissiez pas Alan Gordon à ce point-ci. De ces temps-ci, je vous parle de Lily Road, Bye Bye Douleur Chronique. Mais c'est un livre français, donc vous pouvez le lire et faire votre propre avis. Je vous ai mis la puce à l'oreille. Faites ce que vous voulez, je vais retourner à la mission initiale de la chaîne qui est de propager de l'information qui n'est disponible qu'en anglais, mais en français. Donc, je vais vous parler d'un nouveau livre aujourd'hui. Ça s'appelle La Grande Déception de Steve Ozanich. Et lui, c'est quelqu'un qui est Sarno, TMS à 100%. Il a eu des douleurs qui ont commencé quand il était très jeune. Il est tombé dans le modèle biomédical. Tu as mal parce que tu as de l'arthrite. Tu as mal parce que tu as des hernies. Ce genre de truc. Il est tombé dans le panneau. Des années d'errance, des années de symptômes. Il y a eu tous les symptômes pendant des décennies. Jusqu'à ce qu'il découvre Sarno. Et là maintenant, il aide les gens. Et il a écrit ce livre qui, à mon avis, est plus accessible que les livres de Sarno. Si quelqu'un parle en anglais, je leur dirais lis Steve Ozanich avant Sarno. Il l'a rendu plus accessible. C'est plus agréable à lire comme livre, j'ai trouvé. Et il parle abondamment de Freud et de Jung. Je n'ai pas encore parlé de Freud et de Jung, de l'id, de l'ego, du super-ego, de l'ombre. Donc nous allons l'aborder dans cette vidéo. J'ai mes propres opinions sur Freud et sur Jung, mais je vais me cacher ici, derrière Steve. Si vous n'êtes pas d'accord, ce n'est pas mon opinion, c'est l'opinion de Steve. C'est un classique dans le monde TMS, son livre. Donc je n'ai même pas encore exploré tous les classiques. Et lorsque je lisais son livre, je me disais, ça y est, c'est le temps de parler de Sigmund et de Karl. Nous allons parler de Sigmund aujourd'hui. Sarno en parle, surtout dans son livre The Divided Mind, l'esprit divisé. Mais celui-là n'est pas disponible en français. Et c'est très important de comprendre Freud pour comprendre Sarno. Vous pouvez avoir vos propres opinions sur Freud, tout comme moi. Mais c'est utile pour comprendre Sarno. Et moi, ça m'aide personnellement à comprendre ce qui se passe à l'intérieur de moi. Donc, il va y avoir beaucoup de répétitions quand vous lisez ce livre. Que nous dit Steve? La guérison prend souvent beaucoup de répétitions, de l'information nouvelle, faire les associations dans le cerveau et faire l'intégration complète, puisque la guérison vient de la conscience qui s'approfondit. J'espère que ce message revient souvent. Donc oui, lire Alan Gordon, mais surtout, lisez Lily Road, c'est mieux acquérir de la nouvelle information. C'est la même information, mais présentée sous un nouvel angle, sous une nouvelle lumière. Ça frappe notre cerveau comme quelque chose de nouveau. C'est ça qui aide la répétition à entrer de plus en plus dans notre perception du monde. Donc, que nous dit Steve sur Freud et sur Jung? Premièrement, il faut comprendre que, selon Freud, nous avons le l'id, l'ego et le super-ego. L'id, c'est nos pulsions primitives. L'id est un enfant. Il ne veut jamais devenir mature. Il veut trouver son propre plaisir. Le super-ego, dans un bref résumé, c'est toutes les normes, toutes les règles sociales, toutes les règles parentales que nous avons intégrées pour être une bonne personne, une personne normale. Et donc, il y a souvent une tension entre les deux. Et cette tension psychique, si on pourrait dire, crée des tensions corporelles. Très important à comprendre. Et l'ego est un peu pris entre les deux, c'est un négociateur. Si on penche trop du côté du super-ego et que l'id se sent trop nié, renié,
ça crée énormément de tension. Évidemment, si on penche trop du côté de l'id, habituellement, on finit en prison. À moins qu'on vive à une autre époque où on peut devenir roi. Hein? Genghis Khan, par exemple, se promenait et si quelqu'un l'énervait, on tue la personne. Si une femme nous plaît, on a du sexe avec elle, que ça lui plaise ou non. Pur id. Il n'était pas en prison. C'était une autre époque. Ça dépend de l'époque, de la région dans laquelle on vit, de notre situation sociale. La plupart des gens, s'ils penchent trop du côté de l'id, finissent en prison. Donc ça crée des tensions en nous constantes. Et Freud est un peu trop négatif au goût de Steve. Il voit l'inconscient comme une espèce de dépotoir où tous ces conflits négatifs finissent. Maintenant, si on va vers Jung, pour garder ça vraiment simple, lui, il a développé le concept de l'ombre. Et l'ombre est beaucoup plus complexe. Donc l'ombre, oui, il y a des choses négatives qui vont dans l'ombre, mais il y a des choses positives également à aller chercher dans l'ombre. Comme par exemple, si quelqu'un nous énerve, c'est un conflit négatif, on ressent le besoin de les frapper, peut-être même de les tuer. Le super-ego nous dit non, 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 ce n'est pas bien, ce n'est pas correct. Tension. On pourrait appeler ça un conflit négatif. Mais il y a des espèces de conflits positifs, qu'on pourrait dire. Si par exemple, vous avez toujours voulu être un artiste, vous avez toujours voulu être un chanteur, un danseur, mais vos parents ne voulaient pas vous supporter, ils voulaient que vous deveniez un comptable, ça va créer des conflits. Et là, si vous penchez du côté du super-ego et vous dites non, non, je ne peux pas être un artiste, je ne suis pas assez supporté, je vais devenir un comptable, ça crée une tension extrême. Et là, il y a beaucoup de potentiels non réalisés qui sont rejetés dans l'ombre. Donc l'ombre, selon Jung, n'est pas entièrement négative. Oui, il y a beaucoup de négatifs, là, mais il y a beaucoup de lumière, il y a beaucoup de potentiel, de qualités non réalisées. Très important à comprendre. Et souvent, les tensions en nous sont créées par des conflits comme ça. Vous voulez être un artiste, votre id veut être un artiste, votre super-ego vous dit non, il faut que je me conforme au rôle que mes proches veulent pour moi, être un comptable, gagner mon pain, subvenir aux besoins de ma famille. Tension extrême. Si on penche trop du côté du super-ego, ça crée des tensions énormes. Donc ça, c'est un résumé vraiment bref de Sigmund Freud et Jung. Donc, que nous dit Steve? Je vais vous lire un petit résumé de ce qu'il croit de tout ça. Le mécanisme derrière TMS, c'est la normalité versus l'expression primitive. À quel point avez-vous primé votre expression primitive pour être normal, pour vous conformer à la société? Les changements comportementaux peuvent apaiser les symptômes, mais seulement la vraie compréhension, la connaissance, dans ce cas-ci de notre ombre, peut les éliminer. L'ombre contient et la noirceur et la lumière, et le problème et la solution pour soulager notre douleur et notre souffrance. L'ombre contient nos potentiels inexprimés et sous-développés. Puiser dans ce potentiel peut nous rendre complets, à nouveau, ouvrir la communication avec l'ombre. Donc c'est souvent ça les symptômes, c'est une perte de communication avec notre ombre. Maintenant, quand je me promène dans la rue, souvent je vois les gens, c'est une mesure dont je me sers. Je me dis à quel point cette personne semble en communication avec son ombre. Souvent la réponse est peu, très peu. Mais l'individu moyen réussit à s'en tirer parce que son ego est un bon négociateur entre l'id et le super-ego, capable de bien gérer les tensions. Les psychologues croient que le moi comprend mal comment communiquer avec l'inconscient qui reçoit des signaux mixtes, contradictoires. Ainsi, il est confus et ne sait comment changer. Donc, plus on prend connaissance avec notre part d'ombre, plus on va être capable de communiquer clairement sans envoyer des signaux mixtes. Au début du reconditionnement de la douleur, j'envoyais des signaux mixtes constamment à mon
subconscient, si on veut appeler ça comme ça. Une journée, j'étais en boule, j'ai mal. Une journée, je suis là, non, je suis capable, je vais réussir. Signaux mixtes. La douleur est un message d'inéquilibre, des distractions venant de pensées et d'émotions non désirées. Quand ces pensées et ces émotions non désirées augmentent, ils entrent en conflit avec notre perception de nous-mêmes, notre façade, l'ego que nous essayons de présenter au monde. Les symptômes sont une distraction de ce conflit. Le moi idéalisé est une défense qui nie l'existence de ce conflit. La plupart des gens ne veulent pas admettre qu'ils sont en conflit. Même pas admettre à quel degré ils sont en conflit. Non, non, j'ai pas de conflit. Je suis un comptable. Je n'ai pas de désir artistique profond à assouvir. Et là, c'est une question que je ne vous ai pas encore posée dans cette chaîne. Êtes-vous heureux? Vous sentez-vous épanoui? Vous sentez-vous comme si vos pulsions primitives sont parfois au moins exprimées? C'est une très bonne question. J'ai exploré dans une des vidéos un livre de Alan Abbas qui nous parle des 4 formes de résistance majeure. Il y a des résistances mineures aussi. Mais dans cette vidéo-là, je n'en ai exploré que 3 et j'ai sauté la projection. Steve nous parle de la projection dans son livre, mais je vais retourner à Alan Abbas. Qu'est-ce que la projection? La projection de la rage inconsciente sur les autres. En projetant, la personne évite l'anxiété inconsciente que provoque cette rage. Donc la peur et la rage consciente en réaction à la peur et la rage qu'il présumait exister chez les autres. Il nous parle de la projection et du clivage. Qu'est-ce que le clivage? Le clivage consiste à soutenir des opinions unidimensionnelles concernant les gens et les événements afin d'empêcher les montées de sentiments complexes et d'anxiété. Exemple, idéalisation et dévalorisation de soi-même ou des autres. Quelle est votre opinion des autres? Êtes-vous le genre de personnes qui disent « Ah, les gens sont égoïstes, les gens sont petits d'esprit, les gens sont étroits. » De plus en plus, peut-être essayer de voir à quel point c'est peut-être des projections. Je me penche de plus en plus vers le bouddhisme. Les bouddhistes nous disent que tout le monde est un Bouddha à l'intérieur de eux-mêmes. Potentiellement, mais même pas potentiellement. Dans un sens, nous sommes tous déjà le Bouddha. Si vous n'aimez pas la religion, je crois que le bouddhisme est plus de la psychologie que de la religion. Vous pouvez aller vers le système de famille intérieur de Richard Schwartz, où il nous dit que il n'y a pas de mauvaise partie en nous. Et lorsque nous regardons à l'extérieur de nous-mêmes, il n'y a pas de mauvaise personne, il n'y a que des mauvaises stratégies d'adaptation. Donc quand vous voyez les autres, est-ce que vous voyez de la colère, de la peur? Vous n'aimez pas les gens? Ah, les gens! C'est peut-être votre propre projection interne de votre ombre non réalisée, l'ombre avec laquelle vous n'avez pas encore fait connaissance, et vous projetez toute cette rage, toute cette peur sur les autres. Et souvent, les critiques qu'on fait aux autres sont des critiques qu'on se fait à nous-mêmes. Donc le pardon est très important, selon Steve, et dans le reconditionnement de la douleur en général. Pardonner, se pardonner à soi-même, pardonner aux autres, pardonner aux médecins. Il a pardonné aux médecins, lui. Les médecins l'ont induit en erreur, l'ont amené dans des décennies de souffrance. Il faut pardonner. Lâcher prise. Ce n'est pas leur faute. Et plus on devient familier avec son ombre, plus on devient familier avec sa propre peur, sa propre rage, on arrête d'externaliser, de projeter cette rage et cette peur sur les autres. Les moines bouddhistes, par exemple, voient le Bouddha dans les autres. Donc, quand vous voyez une autre personne et vous vous dites que cette personne est étroite d'esprit, est égoïste et petite, de plus en plus, essayez de voir si peut-être vous êtes en train de parler de vous-même, que vous projetez. Plus on s'ouvre dans notre cœur à notre part d'ombre, à notre lumière, les deux, plus on voit que les gens font de leur mieux. Ils sont pris dans des mécanismes d'adaptation.
qui ont émergé à cause d'un certain bagage génétique et un certain environnement. Nous réalisons que dans un sens, nous faisons tous de notre mieux. Ce n'est la faute à personne. Nous pouvons pardonner de plus en plus les fautes des autres. Le pardon est un thème qui émerge de plus en plus pour moi dans ma vie et dans le reconditionnement de la douleur. Le pardon avec nous-mêmes nous ouvre à notre part d'ombre, nous ouvre au pardon de nous-mêmes et donc, en identifiant le phénomène de la projection, nous ouvre au pardon des autres. Très important. Donc, quel était le message de cette vidéo? L'essence même. Votre relation à vous-même, votre relation avec les autres. Êtes-vous familier avec votre part d'ombre? Avez-vous fait la paix avec votre ombre? Avez-vous fait la paix avec les autres?